Je m'appelle Laurent Félix, je fais partie du cabinet Wavestone et je vous présente là, pendant, rassurez-vous, moins d'une heure, les résultats d'une étude que le cabinet a menée, mandatée par le groupe Caisse des dépôts et la Poste, qui sont deux acteurs publics et semi-publics, qui sont très ancrés dans les métropoles, très ancrés dans les territoires, et qui avaient besoin d'avoir un éclairage externe, objectif, pas du tout lié à leurs enjeux de développement, sur l'impact de l'IoT sur, disons, la vie quotidienne des Français. Et donc c'est une étude qu'on a menée sur le premier semestre de cette année, voilà, qu'on a révélé un petit peu avant l'été. Et donc là, je me permets de vous représenter ces résultats-là pour ce salon de la data à Nantes. Vous voyez le titre de l'étude qui s'appelle « Liberté, égalité, responsabilité » et notamment le sous-titre autour de l'IoT citoyen. Le parti qu'on a pris au fur et à mesure de cette étude, c'est de croire, et je reviendrai dessus en fin de présentation, au fait que de développer des solutions, notamment les solutions grand public pour les Français, qui ont disons un minimum de comportement citoyen, c'était, plutôt que de le voir comme une contrainte, un véritable levier de business et de développement pour les entreprises qui les produisent. Et donc c'est un peu la ligne éditoriale de l'étude qui a émergé petit à petit au fur et à mesure de nos travaux. Et donc je vous présente là le résultat de cette étude. En fait, il y a deux types de résultats. Il y a des grands enseignements, d'une part, et d'autre part, l'étude est faite sous la forme de fiches de valeur. C'est-à-dire qu'on a essayé d'identifier sur les différents segments de la vie quotidienne, là où l'IoT pouvait engendrer ou générer des poches de valeur importantes. Voilà. Et donc je vais essayer de vous faire un peu un résumé de tout ça là, dans les dizaines de minutes qui sont devant nous. J'aimerais bien pas faire un truc archi descendant pendant 3 quarts d'heure, ce serait sympa. Et surtout pour vous qui venez de déjeuner et qui allez vous assoupir sinon. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à lever la main et je vous donne un micro et on interagit au fur et à mesure de la présentation. Bien sûr, il y a un temps de questions à la fin aussi, mais voilà, si on pouvait avoir un échange un peu interactif, ce serait super. Merci beaucoup. Alors, le premier des grands enseignements de l'étude, c'est celui que vous voyez écrit là, c'est l'IoT, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça signifie? L'IoT a commencé à émerger, disons, environ dans les années 2010, au début des années 2010, avec notamment les bracelets connectés qui étaient l'emblématique objet connecté, et finalement qui symbolisait un peu l'ère des gadgets, ou de l'IoT, où on connectait sa brosse à dents, ou d'autres choses encore plus folkloriques. Ce qui apparaît aujourd'hui qualitativement dans tous les échanges qu'on a pu avoir pour faire cette étude, c'est que cette ère-là est révolue, qu'on est vraiment en train de passer dans l'ère des services professionnels à base d'IoT, et pour moi c'est tant mieux. Il y a quelques éléments très tangibles qui démontrent que l'accélération des services à base d'IoT a débuté en France. Le premier, c'est que pour la première fois en 2017, la France a été la première destination des capitaux en matière d'IoT de la part des investisseurs. Donc ça, c'est en Europe. Donc c'est particulièrement remarquable, c'est la première année que ça arrive. Et cette tendance-là, sur le premier semestre de cette année 2018, se confirme. Donc voilà, on attire les capitaux des investisseurs européens. Ensuite, on est vu, nous, en France, comme un vivier de talent. C'est le deuxième point là, en particulier sur les deep tech, dont l'IoT est un des éléments. Il y a aussi l'intelligence artificielle. La France, c'est un vivier de talent, c'est ses universités, ses centres de recherche notamment, et ce qui rassure beaucoup les investisseurs, et notamment les investisseurs étrangers, c'est également nos politiques publiques pour développer ou redorer, entre guillemets, l'industrie des objets connectés en France. Voilà. Et dernier élément, d'ailleurs, pardon, les investisseurs, il y en a 94% qui considèrent que la France, c'est parmi les premières ressources en termes de talent pour les deep tech. Donc on est extrêmement bien placé vis-à-vis de nos voisins européens notamment. Et ensuite, l'IoT, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est plus une question de gadget, c'est quelque chose qui intègre nos vies de manière tout à fait profonde. Et donc aujourd'hui, les Français, il y en a une petite moitié qui considèrent que c'est définitivement une révolution long terme. C'est quelque chose qui, c'est pas du tout un effet de mode, on est dans quelque chose qui va changer profondément nos vies. C'est ce qu'on essaye un peu de démontrer dans la suite de l'étude. Voilà.
Côté entreprise, les clients du cabinet que je représente sont des grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises du CAC 40 pour ce qui est de la France. Aujourd'hui, l'IoT, c'est un sujet qui devient quasiment un sujet de direction générale. Un peu comme la cyber l'est devenue à la faveur des multiples attaques dont les grands comptes ont été les victimes. L'IoT, c'est vu comme un différenciateur de business, un atout stratégique dont il faut se doter. Et donc il y a quelques entreprises qui l'ont compris déjà il y a quelques temps. La plupart le comprennent maintenant. Et ceux qui ne le comprennent pas en ce moment, on essaie de leur instiguer ce message-là. Pour moi, s'ils ne bougent pas aujourd'hui, ça va être trop tard. Donc l'IoT, c'est maintenant premier enseignement de cette étude. Ensuite, le deuxième message, c'est que aujourd'hui, on n'en a rien vu. On a vu 1% de l'IoT et de ses effets ou de ses possibilités au maximum. Ça, c'est plutôt un dire d'expert que je vous livre là. En l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de dire que le potentiel va être immense dans les années à venir. La première, c'est la constante miniaturisation et la performance des batteries. Les batteries, comme il s'agit d'objets pour la plupart, et notamment s'ils doivent être non intrusifs, ils ne sont pas connectés à une source d'énergie. Et donc, ils doivent se reposer sur des batteries dont l'autonomie doit s'améliorer. Et aujourd'hui, les progrès qui sont faits sur les batteries nous laissent entrevoir des autonomies. Aujourd'hui, on parle de 3 à 5 ans d'autonomie sur des objets assez peu consommateurs. On peut imaginer des durées aux alentours de 10 ans sous 18 mois. Donc, c'est un élément important. Ensuite, les progrès de la science aujourd'hui et de la miniaturisation, je vous donne un chiffre, c'est 100 millions de transistors par millimètre carré. C'est aujourd'hui ce qu'on sait faire. Et donc avec ça, on peut déléguer un degré d'intelligence à l'infiniment petit qui est quasiment sans limite. Et donc, je veux dire, un logement qui s'adapte à son occupant ou une voiture qui s'adapte à son occupant, pour moi, c'est plus de la science-fiction. C'est dans quelques années, on aura ce genre de choses. Et ensuite, il y a bien sûr toute l'intelligence artificielle qui vient se greffer dessus et le edge computing, pour dire un gros mot, qui est finalement la capacité des objets eux-mêmes et par l'interaction d'autres objets dans l'environnement proche de l'occupant qui vont prendre des décisions, qui vont analyser des situations et prendre des décisions. Et donc, c'est la convergence de toutes ces avancées technologiques nous font penser, et on est sûr de nous, que le potentiel lié à l'IoT est tout simplement pas du tout exploité aujourd'hui. Pour autant, il y a déjà pas mal d'endroits où l'IoT a fait ses preuves, où commence à perturber les chaînes de valeur et je dirais apporter plus de valeur pour les habitants et les citoyens français. On a distingué 3 parties. La partie à gauche sur la mobilité, donc se déplacer et se faire livrer. Vous allez voir que la notion de livraison avec l'explosion du e-commerce est absolument première. La deuxième, c'est le logement, l'immobilier. Alors, à la fois l'immobilier résidentiel et l'immobilier tertiaire, et notamment les bureaux. Et enfin, ce qui est un enjeu clé pour toute l'Europe et en particulier en France, celui de la santé et celui du mieux vieillir. Donc, la mobilité, l'immobilier et la santé sont les 3 grands domaines qu'a exploré l'étude. Et on a mis en évidence quelques poches de valeur que je vais vous donner là. Je vais vous en donner quelques exemples à l'oral. Si je commence par la mobilité, moi j'ai assisté à la fin de la conférence de presse juste avant de la métropole de Nantes sur l'utilisation des données, il y a quelque chose que l'IoT permet en matière de plan de mobilité, c'est de réduire les cycles de décision et d'action des pouvoirs publics en matière de plan de mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait voir, en mettant des capteurs bien placés, on sait mesurer tout de suite une décision sur un aménagement d'une voirie ou telle et telle déclinaison d'un plan de mobilité dans tel ou tel quartier d'une métropole, voire dans les ruralités. Et donc finalement, des cycles qui duraient des dizaines d'années peuvent se retrouver avec des études statistiques longues, etc., peuvent être réduites de quelques mois, disons, allez, 18 mois, je pense, au maximum. Donc ça va donner une agilité au pouvoir public en matière de mobilité et plus largement en matière de gestion du territoire
qui est absolument probante. Et donc les grands organismes travaillent de concert avec les métropoles sur ces sujets d'avenir. Ça, sur la partie mobilité, c'est un premier exemple. On peut donner un exemple sur la partie se faire livrer. Donc, bien sûr, le e-commerce, et il n'y a pas qu'Amazon, mais quand même, explose. Et donc, on a des chiffres de croissance de ces marchés-là à 2 chiffres en pourcentage chaque année. Néanmoins, donc ça surcharge les villes, des camions de livraison notamment. Ça a aussi un autre effet qui est l'effet de développer énormément les flux de retour, les flux de collecte. Il y a de plus en plus de sites web qui sont, vous n'avez rien choisi, mais on vous envoie quand même. Vous regardez ce qu'on vous a envoyé, vous retenez et vous achetez ce que vous avez, et ce que vous ne voulez pas, vous les renvoyez. Donc les flux de retour changent les matrices de mobilité de livraison et viennent complexifier encore un tout petit peu la situation. Et donc l'IoT permet plusieurs choses. Il va permettre, et ça pour les consommateurs, je pense que c'est une grande avancée, il va permettre de se faire livrer chez soi, quand on n'est pas là, et de manière tout à fait sécurisée. C'est les notions de serrure connectée associées à des caméras. Il y a Netatmo qui bosse dessus, il y a Legrand qui bosse dessus, également des grands acteurs de l'immobilier, du real estate qui bossent dessus. Bref, ça, demain, on va pouvoir, entre guillemets, se faire livrer depuis son bureau ou depuis son lieu de travail sans aucun problème. Après, si c'est un tiers de confiance qui le fait en plus, si c'est un postier que vous connaissez, c'est encore plus facile. Mais grosso modo, avec les systèmes de sécurité qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, côté, si vous n'allez pas vers ces solutions-là, vous avez quand même envie d'avoir une plage de livraison qui soit pas toute la demi-journée, d'une part. Et ensuite, les livreurs, eux, ont besoin, étant donné l'explosion des flux, d'optimiser la gestion de leur flotte. Et ça, de pouvoir dire en permanence quel est l'état du stock dans mon véhicule et donc l'espace libre, quel est l'état de stock également dans mes entrepôts, à tout moment, couplé à des algorithmes intelligents, ça permet d'optimiser cette gestion de flotte, ça permet de préciser les horaires de livraison avec des créneaux qui sont très courts, ça permet aussi d'envisager des services premium de livraison parce qu'on sait qu'il y a un camion qui passe à proximité du besoin de la personne, il reste un peu de place, ça rentre dans son timing, les bouchons le permettent et donc on le fait. Donc là aussi il y a un profond changement et un vivier de valeur, un gisement de valeur pardon, très important sur la partie se faire livrer. Bon, voilà 2 exemples sur ce premier-là, il y en a quelques autres dans l'étude bien sûr. Question, non? C'est pour me faire respirer 2 secondes. Ah monsieur, merci beaucoup. Je vous apporte un micro. Ah, merci. Oui, bonjour. Je voudrais réagir sur les capteurs parce que je ne fais pas tout à fait le même diagnostic que vous. Nice a été une des premières villes à déployer des capteurs sur les places de stationnement pour faire du stationnement intelligent. Ces capteurs ont été démontés en catimini et on n'en a plus du tout parlé dans la presse. Enfin, c'est un échec patent et on a quand même beaucoup de collectivités qui aujourd'hui plutôt que d'installer des capteurs partout en ville, préfèrent utiliser des statistiques sur les téléphones mobiles. Donc, les retours qu'on a aussi sur les capteurs, c'est que c'est pas forcément très résistant aux problèmes de météo. Et pour beaucoup de sujets, finalement, les données issues du téléphone mobile, ce que propose par exemple Pluvision, le service d'Orange, est plus performant que l'installation de capteurs en propre. Vous avez parfaitement raison, c'est tout à fait l'écueil des premières expérimentations qui ont lieu sur le territoire français. Et donc, il faut apprendre de ça. Et non seulement il y a les mobiles, mais il y a surtout les caméras vidéo avec l'intelligence artificielle sur le décryptage d'images qui permet de fournir énormément de services. Et donc pour moi, la clé, c'est la complémentarité entre ces différentes technologies-là et la capacité à faire la colle entre les capteurs aux endroits où ils sont les plus pertinents en améliorant leur fiabilité, et pas que leur fiabilité physique, c'est bien entendu leur cybersécurité. J'y reviendrai juste après. Les données des mobiles des citoyens et les données vidéo qui sont retraitées. Donc
Vous avez raison, l'IoT, ça n'est pas la solution à tout, et on est toujours sur une courbe d'apprentissage sur le marché. Je passe à la partie logement. Donc là, encore une fois, logement résidentiel et logement tertiaire. Donc, le smart home existe depuis longtemps. Là, pour le coup, c'est un marché qui met énormément de temps à décoller. Ça a décollé aux US, tiré par la verticale sécurité. Est-ce que c'est bien leur mindset? Ça peut nous arriver aussi. Nous, aujourd'hui, en France, beaucoup de choses ont été faites autour de l'énergie, c'est-à-dire je vais économiser 15 centimes,5 sur ma facture, mais pour ça, n'hésitez pas à faire un investissement de 150 € pour des technologies. Et par ailleurs, pour les installer, il y a 15 protocoles qui existent sur le marché, et donc il faut être un véritable geek pour les faire marcher. Donc, ce tableau un peu noir du smart home, aujourd'hui, pour moi, on en est sorti, ou on est en train d'en sortir. C'est-à-dire qu'on a compris que ça n'était pas une logique uniquement énergétique, mais que les verticales du confort, mais surtout de la sécurité, étaient des choses pour lesquelles les citoyens sont prêts à mettre de l'argent. Et ensuite, les solutions se simplifient. On est passé d'une quinzaine de protocoles à aller à 3 ou 4 protocoles dans le smart home qui font que ça commence à s'émanciper, à se développer. Et donc, les poches de valeur qu'on a mises dans l'étude, il y a, à assez court terme, c'est l'émergence du pilotage des verticales du logement, et notamment sur la partie sécurité. On peut aller un peu plus loin, et avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité de miniaturisation et d'intelligence, on peut tout à fait envisager un logement qui déploie des scénarios personnalisés en fonction des mouvements de vie, en fonction de la présence de telle ou telle personne de la famille ou des amis, etc. Ça, pour l'instant, ça paraît être un peu de la science-fiction, mais c'est des réflexions que mènent aujourd'hui les acteurs de la filière immobilier pour acquérir un lien durable avec l'occupant. Donc ça, c'est une poche de valeur à moyen terme qui convient d'avoir à l'esprit. Ensuite, dans les bureaux, la gestion technique de bâtiments, c'est un truc qui est vieux comme le monde, sauf qu'on va un cran plus loin grâce à l'IoT, et notamment l'IoT combiné avec le BIM, c'est-à-dire la maquette numérique du bâtiment. Pardon si c'est des notions qui ne vous sont pas familières, mais grosso modo, c'est le jumeau numérique d'un bâtiment qui est alimenté par les données qui sont issues des capteurs en tout genre qui sont dans le bâtiment. Et donc cette gestion technique et énergétique du bâtiment est en train d'être beaucoup plus performante. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Smart Building Alliance, qui a fait ses universités d'été la semaine dernière à Lyon, qui définit un socle technologique qu'on appelle le label R2S, Ready to Service, qui permet à toute une filière de s'organiser pour proposer des solutions qui soient interopérables, ouvertes et pour autant très sécurisées. Donc la filière bâtiment prend conscience de l'enjeu extrêmement important que représente l'IoT pour elle, notamment sur le tertiaire, pas seulement, mais notamment sur le tertiaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur ou un grand promoteur qui ne voit pas ça comme à la fois une grande opportunité et un grand danger. C'est-à-dire que pour valoriser son parc existant, le fait de pouvoir le basculer en R2S ou en bâtiment connecté, c'est un gage de valeur qui est très fort, et à l'inverse, un danger très fort de dévalorisation de leur parc si jamais ils n'allaient pas vers ces solutions-là. Donc, attendez, on vous donne un micro juste là. Merci. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de choses qu'on peut faire dans des bâtiments de type bureau? Oui, donc il y a des choses qu'on ne voit pas sur tout ce qui est exploitation du bâtiment, autour des systèmes de chauffage, de climatisation pour leur maintenance. Ça sont des choses qui existent, mais après il y a beaucoup de choses autour de l'occupation elle-même du bâtiment. C'est l'occupation des salles de réunion. Je règle la climatisation en fonction de l'occupation des salles de réunion. Je modifie l'éclairage en fonction de l'éclairage de dehors, en fonction de la météo et en fonction des positions des personnes dans les bureaux. C'est ce qu'on appelle le digital workplace.
c'est parce qu'on est des consultants, on adore dire des trucs comme ça. Mais oui, entre les grandes directions immobilières, mais surtout les grands sièges des gens du CAC 40, nous on accompagne Vinci et Saint-Gobain qui sont en train de refaire leur siège, notamment à la Défense. C'est le maximum de services à l'occupant, y compris il y a même des choses sur des capteurs sur les sièges pour avec des problèmes avec la CNIL pour l'instant, mais sur la posture de travail. Donc tout ce qui est bien-être et mieux vivre au travail sont des sujets importants de la GTB. Alors la GTB, ça a quand même une connotation très exploitation. Là, on est beaucoup plus sur les services aux occupants. Voilà quelques exemples sur le logement à la fois résidentiel et tertiaire. La partie santé maintenant. Donc la santé connectée aujourd'hui, bon, la santé c'est un marché qui est beaucoup plus fractionné, beaucoup plus compliqué, notamment le financement, vous imaginez bien. Néanmoins, on peut entrevoir et voir des poches de valeur très importantes que tire l'IoT. La première, c'est le fait de franchir un cap dans le développement de l'ambulatoire. Nos hôpitaux sont saturés, les attentes sont très longues, et le préopératoire et le post-opératoire en dehors des hôpitaux, c'est un vecteur d'économie très important et un vecteur de confort pour les patients très important. Et donc la capacité à pouvoir mesurer des constantes, communiquer en permanence avec l'hôpital et les services des hôpitaux permet d'envisager soit des hôpitaux de jour juste à côté des vrais hôpitaux, beaucoup moins lourds et beaucoup moins chers, soit même carrément de permettre aux personnes de rentrer chez eux. Donc le développement de l'ambulatoire, c'est un axe extrêmement important de développement. Si je donne un deuxième exemple, il y a le système de santé français est extrêmement curatif. C'est le plus curatif d'Europe. C'est-à-dire qu'on attend qu'on soit malade pour traiter, voilà, et pour payer. Mais il y a quand même des réflexions de personnes qui disent que développer le préventif n'est pas complètement idiot. Il y a quand même des gens brillants chez nous. Et donc, l'IoT est vu comme un des leviers, c'est pas le seul, technologique qui permet de développer le préventif. Et ça, c'est en particulier pour les personnes âgées, bien entendu, des systèmes de moins en moins intrusifs pour prévenir les chutes, pour prendre des tensions de temps en temps, des températures, et de les envoyer aux médecins traitants ou aux hôpitaux en fonction de l'état des patients. Et donc, ces solutions-là, honnêtement, elles existent déjà, quasiment. Toute la question est autour du financement et de la chaîne de valeur. Je reviendrai après sur les impacts marchés de l'IoT. Voilà, il y en a 21 en tout des exemples comme ça dans l'étude, donc je vous inviterai à aller la regarder sur le site de Wavestone. Autre sujet qu'a mis en valeur l'étude, c'est l'impact sur le marché, et notamment sur les chaînes de valeur de ces trois grands marchés qu'on a vus juste avant, avec comme constat finalement que les acteurs se battent, disons-le comme ça, et c'est vraiment sur certains segments en particulier une guerre féroce pour la maîtrise des environnements connectés, c'est-à-dire je veux être très très proche de l'occupant, de l'utilisateur, du citoyen. Je veux maîtriser ces données de vie au plus près. Donc ça, c'est disons, la mouvance générale. Faire une étude sur les impacts des chaînes de valeur, c'est pas évident. Disons que ça, c'est la mouvance générale qu'on a dégagée. Si j'essaie d'être un peu plus précis en allant sur les différents segments, en matière de mobilité, par exemple, la mobilité as a service, ça c'est une tendance de fond. L'IoT est une petite partie des technos qui sont derrière ces concepts-là. Mais grosso modo, de développer une expérience personnalisée de voyage parce que je sais que j'ai géolocalisé un vélo par rapport à une station d'Autolib, je ne sais pas comment elle s'appelle à Nantes, pardon, et mes transports en commun, et je mets ça dans une application qui est de bout en bout pour l'utilisateur. Ça, c'est la mouvance très importante en matière de mobilité, et il y a déjà des applications qui marchent pas mal comme ça. Donc ça, c'est un premier mouvement important. Disons que l'IoT est un peu mineur là-dedans. Ce qu'on voit en matière de mobilité, surtout, c'est, disons, la partie, les infrastructures et les véhicules basculent vers la notion de service.
Donc demain, on ne vendra plus une voiture A 40 000 € et puis voilà. Il y aura plutôt une logique de dire je vends une voiture kilomètre. Je vends un service de voiture kilomètre avec différents niveaux de gamme, avec des niveaux de gamme qui peuvent aller jusqu'à des gens qui, pendant que vous êtes au bureau avec votre voiture dans le parking, vérifient votre pression des pneus, font votre contrôle technique, j'en sais rien. Bref. Et donc, le fait d'avoir une voiture connectée, je ne parle pas de la voiture autonome, mais une voiture connectée implique que tous les constructeurs aujourd'hui réfléchissent à des offres comme ça et en lancent, bien sûr, et venant concurrencer notamment les entreprises de location, etc., puisque eux, ils ont la donnée issue de le véhicule et elle leur appartient. Donc ils ont une carte à jouer extrêmement forte là-dessus. Les infrastructures aussi fournissent des services maintenant. Donc ça, c'est les infrastructures routières qui fournissent des services aux véhicules pour l'aide à la conduite. Et c'est ça qui va permettre aussi le véhicule autonome notamment. Mais aussi d'aide à la conduite aux conducteurs. Il y a des expérimentations pour, quand vous êtes sur l'autoroute, de prévenir parce qu'il y a des capteurs d'autoroute qui ont vu que c'était humide, qui ont décelé des bouchons un peu plus précisément que Waze, etc. Qui permettent là aussi de fournir des services aux conducteurs. Mais il y a aussi des infrastructures ferroviaires. Par exemple, si je prends le cas de la SNCF, voilà, SNCF, il y a une partie qui s'appelle SNCF Réseau qui s'occupe des rails et des gares. Et l'ouverture à la concurrence fait que demain, la Deutsche Bahn peut venir avec un train rouler en France. C'est à partir de 2020. Et donc la SNCF, elle, est en train d'équiper ses infrastructures pour permettre de fournir des services à ses futurs clients, que seront SNCF Mobilité, qui fait rouler les trains, mais aussi la Deutsche Bahn, qui fera rouler le train. Et ça, ce sont des services de type occupation de la voirie, détection d'incidents, etc., etc. Voilà. Donc, quelques mouvements de chaîne de valeur importants à noter sur la mobilité. Sur la partie logement, non, sur la partie mobilité, je peux quand même conclure sur les grands acteurs du numérique. Vous voyez qu'il y a des alliances, il n'y en a pas eu récemment de nommer, mais il y a quand même des alliances qui sont en train de se nouer entre les constructeurs automobiles et les grands éditeurs informatiques, donc les éditeurs de logiciels. Il n'y a pas que les GAFA d'ailleurs, mais PSA avec le chinois Huawei, si je peux vous donner un exemple qui sort des GAFA. Après, il y a Nissan avec Microsoft, par exemple. Donc ça, c'est à la fois pour leur plateforme de services débarqués et embarqués, et pour accompagner ce mouvement vers le serviciel, comme on dit. Voilà, sur la partie mobilité, ce que je pouvais vous dire. Sur la partie logement, donc la filière du logement, grosso modo, c'est l'investissement, la promotion, la construction et l'exploitation. Et là aussi, pareil, le fait de maîtriser, parce qu'on les a installés, les données du logement, ça permet d'arriver, de se décliner vers des services. Et donc d'essayer de garder, ce que je disais tout à l'heure, la connexion à l'occupant. Nexity, par exemple, a développé une application qui s'appelle Eugénie, en collaboration avec Somfy, voilà, qui donne des informations à l'occupant en permanence sur son logement. Et l'occupant, lui, peut en retour piloter son logement de manière plus ou moins fiable. Et donc ça, l'idée de ces acteurs-là, c'est d'avoir un lien en permanence avec l'occupant, et ils considèrent que c'est un atout de business pour demain, pour bien maîtriser leur parc de clients. Donc sur la partie logement, c'est un mouvement qu'on voit aussi chez Bouygues Immobilier. Le nom m'échappe de la solution de Bouygues, mais bon, bref. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose ça ne vous a pas échappé, il y a des enceintes connectées dans beaucoup de maisons. Il y en a un peu plus de 500 000 en France, des enceintes connectées. Je pense que les 3/4 du marché reviennent à Amazon. Donc la fameuse Alexa d'Amazon couplée à leur système Echo, et le quart qui reste, c'est à Google, avec Google Home. Et donc là, la question, c'est
est-ce qu'il faut faire comme l'alliance de distributeurs Leroy Merlin, Auchan, Boulanger, qui essaye de faire un concurrent des enceintes de Google et d'Amazon? Moi, je ne le crois pas. Je pense que ce marché est déjà quasiment plié, entre guillemets, et que les acteurs devraient essayer de s'articuler autour de cet écosystème-là. Comme Google s'est ouvert, entre guillemets, il y a aussi beaucoup de constructeurs qui font des enceintes Google compatibles. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas aller lutter contre ces géants-là qui n'ont juste pas de ligne budgétaire parce qu'ils ont tellement d'argent que les projets de R&D sont faramineux. Pour vous donner un exemple, Netatmo, qui est donc une pépite française du smart home, disons-le comme ça, son budget annuel de R&D est inférieur à 20 millions d'euros, je ne vous donnerai pas le chiffre, quand les budgets d'Amazon ont juste 3 zéros de plus, quoi. Donc on n'est pas dans la même cour. On n'est pas dans la même cour, et donc à mon avis, il ne faut pas chercher à se battre contre eux, mais en revanche, d'aller développer, puisque les protocoles s'ouvrent autour de ces enceintes-là, des systèmes qui viennent s'interconnecter ou des services qui viennent se servir de ces enceintes. Sur la partie immobilier, je réfléchis si j'ai d'autres mouvements en tête, probablement, mais bon, voilà. Je ne vais pas vous assommer non plus. Ensuite, sur la partie santé, donc la santé, c'est... vous avez une question? Je crois qu'on vous entend. Juste pour revenir sur les enceintes, donc vous parlez d'essayer d'aller voir autre chose. Est-ce que vous avez des exemples quand vous avez mené votre étude, est-ce que vous êtes tombé sur quelques nouveaux produits, des nouvelles startups qui essayent de lancer des choses, ou c'est juste une idée? Oui. Il y a quand même des pépites en France dans le bâtiment et dans le logement. Je pense à Somfy et Netatmo notamment qu'on a rencontré dans le cadre de l'étude, qui ne sont pas du tout en reste. Pas du tout en reste. Après, ils ont des stratégies qui peuvent différer un peu. C'est-à-dire que soit on essaye de grosso modo prendre tous les objets connectés de la maison et donc de développer son propre protocole. Et là, on va se retrouver confronté avec l'utilisation des enceintes. L'enceinte, c'est quand même l'interface qui, selon tous les cabinets d'analystes, va être l'interface de demain principale. Et donc, pour piloter ces volets de Somfy, on va s'adresser à Google. Enfin, on va vouloir s'adresser à Google. Et donc, je ne vous dirai pas laquelle a une stratégie qui consiste à dire, moi, je veux imposer, parce que j'ai une position que je pense être leader du marché, je veux imposer mes propres solutions, et donc m'affranchir des enceintes. Et bon. Et notamment en développant d'autres types d'interfaces. Mais pour moi, ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas prendre des parts de marché, mais pour moi, c'est une erreur. Non, mais après, les Legrand, Schneider, qui sont c'est pas des startups, mais de toute façon, dans ce marché-là, le go-to-market, il est tellement difficile que les startups, en fait, elles sont dans les girons des Schneider, Legrand, Somfy. Il y en a une qui a percé, c'est Netatmo, grâce à Fred Potter, quoi, qui est son patron. Donc. C'est bon? Vous avez des gens qui se lèvent la main derrière vous. Bonjour, vous avez évoqué l'ABIM. Est-ce que vous voyez des axes... J'ai évoqué quoi, pardon, excusez-moi? L'ABIM, le BIM, enfin, le BIM ou le BIM, ah oui. Le BIM, oui. Est-ce que vous voyez des axes justement prometteurs sur ça, en particulier liés aux objets connectés, à la mobilité, etc.? Il y en a déjà. Je ne sais pas si vous êtes allé à Vivatech cette année, mais les applications, donc les éditeurs de BIM, aujourd'hui proposent des solutions qui sont juste bluffantes en matière de GTB, de gestion technique du bâtiment, pardon. Ils développent des interfaces qui simplifient énormément l'exploitation, notamment des systèmes techniques, mais également ils permettent d'adapter les systèmes. J'ai vu un système qui permettait d'avoir... C'est une grande surface de bureau
avec des systèmes de climatisation et d'éclairage qui étaient amovibles, comme ça. Et donc les capteurs couplés au BIM qui recélaient la plupart de l'intelligence permettaient d'adapter l'éclairage des bureaux pour faire des petites sous-salles au sein de ce grand espace-là. Donc ça c'est un détail qui peut paraître un gadget, mais le rôle des exploitants aujourd'hui et le gain des exploitants est juste faramineux. Et notamment il y a quelque chose qui n'existait pas avant, qui est le BIM permet de voir une fuite à travers un mur. C'est-à-dire que il suffit d'avoir des capteurs sur les canalisations à l'intérieur des murs et on peut prédire, enfin on peut mesurer, voir quand il y a une fuite qui arrive et de dire à travers le BIM, c'est à cet endroit-là que vous devez percer. Vous ne devez pas tout péter, vous ne devez pas tout péter tout le mur, vous devez intervenir à cet endroit-là. Et même de le faire en prévention. Donc oui, le BIM est en train de révolutionner toute la filière de l'immobilier, je pèse mes mots, et toute la question est de savoir à qui elle appartient. Est-ce que c'est le concepteur? Oui, normalement c'est lui qui a fait avec les architectes, qui a déployé son jumeau numérique, mais en fait derrière le constructeur, pour l'instant, parce que le marché n'est pas encore très mature, loin de là, le constructeur reconstruit son propre BIM à lui. Alors qu'on pourrait dire que c'est beaucoup plus simple de les passer de un en un, etc. Mais c'est justement la guerre pour savoir qui va posséder ces données-là. Et demain, c'est ça qui va faire qu'un bâtiment, c'est pas juste je vous donne les clés et je m'en vais. C'est je vous donne les clés et derrière, j'exploite ou je fournis des services à l'exploitant que je lui facture dans la durée. Donc ça change complètement les business models. Donc oui, c'est un changement assez profond. Ouais. On peut même imaginer, mais là c'est quand même le scénario un peu catastrophe, que Google, avec sa puissance de calcul et notamment avec Google Maps, petit à petit, on peut imaginer que le métier d'architecte disparaisse. C'est-à-dire, vous notez pas ce que je dis, mais en fait, demain, avec 10 000 bâtiments enregistrés, avec 10 000 BIM, on voit les usages. On voit comment les occupants circulent dans le bâtiment. On voit les flux de température, les flux d'air. On voit les éléments de sécurité. Demain, on peut imaginer qu'on demande à Google, moi je veux un bâtiment de 3 000 personnes, avec telle et telle caractéristique, dessine-moi l'architecture optimale. Et oui. Là, ça fait peur quand même. Mais leur système Autodesk est quand même très très puissant. Il y avait une question là-bas, oui, je vous écoute. C'était pour revenir sur les assistants vocaux. Est-ce que vous avez étudié la solution de Snips qui propose de du coup ne pas renvoyer les données chez Google ou enfin chez les GAFA et de les traiter directement sur l'objet et comment ça se positionnerait dans la filière IoT? Non, je ne l'ai pas étudié, mais je l'ai vu. J'ai vu la présentation la semaine dernière à la Smart Building Alliance de Snips, mais par exemple, je ne sais pas vous. Il faut que je parle plus comme ça. Pardon. Il faut que je recommence depuis le début ou... Donc non, je suis désolé, mais oui, c'est très foisonnant en matière de start-up. Il y avait un marathon à la Smart Building Alliance où il y a eu, je crois, une quarantaine de start-up qui enchaînaient toutes les minutes, là, les pauvres, dans le grand auditorium. Et Snips est particulièrement démarqué. Ouais. J'en étais à la santé, je vais accélérer un petit peu, c'est 14h20. La santé, il y a, donc, encore une fois, c'est un marché fragmenté, c'est difficile, la question du financement, etc. Le grand mouvement qu'on observe sur la santé, c'est l'arrivée d'acteurs issus du grand public qui proposent, et notamment les Terraillon ou les Nokia, par exemple, qui proposent des systèmes beaucoup moins chers que les systèmes professionnels de santé et qui, pour autant, fournissent des services tout à fait équivalents. Et donc la question majeure, c'est, le financement, je l'ai dit, et deuxièmement, c'est la confiance qu'ont les professionnels de santé, les médecins, par rapport aux données qui sont remontées par ces systèmes. Et notamment si c'est des systèmes grand public. Donc là, on est pour moi, les autorités, les pouvoirs publics doivent quand même jouer un rôle extrêmement fort là-dedans. Ils doivent driver cette transformation parce que j'ai le sentiment qu'on est dans une équation qui est quand même assez complexe de confiance liée à la cyber, de confiance liée à la fiabilité des données, avec pour autant une équation du marché de la santé qui est du marché de la santé, c'est très moche. Une équation de notre système de santé qui est quand même pas terrible, avec de plus en plus de demandes
population vieillissante notamment, et de moins en moins de financement. Donc il faut bien trouver des solutions. Pour moi, la santé connectée, c'est un levier très important pour ces solutions-là, mais ça nécessite d'être bien drivé pour aligner les acteurs. C'est la fin. Aligner les acteurs et notamment faire en sorte que les professionnels de santé aient confiance, que les constructeurs de solutions respectent des normes et qu'il y ait bien quelqu'un pour payer. Voilà, pardon, j'étais un peu long sur celui-là, je vous prie de m'en excuser. Ça, c'est le dernier slide de ma présentation. Donc, ce que je disais un tout petit peu en introduction. Quand on a regardé les différentes poches de valeur, on s'est aperçu qu'on a fait une analyse notamment des contraintes, des freins au développement de cette poche de valeur. Et on s'est aperçu que beaucoup des freins étaient liés à des choses qu'on aurait pu traiter, qu'on peut traiter sous une bannière qu'on a appelée, nous, dans l'étude, l'IoT citoyen. L'IoT citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est 3 choses. Quelque chose qui paraît un peu évident, les libertés individuelles. Mais donc les libertés individuelles, c'est quoi? C'est bien sûr qui a mes données, où est-ce qu'elles sont hébergées, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Et en fait, donc ça c'est quelque chose dont tout le monde a conscience, mais il y a aussi le libre arbitre. C'est-à-dire, notamment en matière de santé, moi je veux pouvoir me déconnecter, quoi. Je veux pouvoir dire que là, je veux bien qu'on supervise mon activité parce que c'est pour mon bien, mais il y a d'autres moments où j'ai pas envie. Il y a une solution faite par Orange qui est pas mal, qui s'appelle DataShare, qui permet de dire telle donnée va être utilisée à telle fin, et de dire là je veux désactiver ça temporairement, etc., etc. Donc pour la logique de maîtrise de l'usage de ces données, au-delà même de leur hébergement et de la RGPD, est quelque chose qui est, à mon avis, un vecteur de différenciation. Et donc on parlait c'est pour ça qu'on dit que c'est un levier stratégique, c'est-à-dire que les GAFA, ils sont pas idiots, hein, ils ont compris ça aussi, hein, et donc ils œuvrent. Mais néanmoins, quand on regarde le groupe Vive, qui est un groupe français de santé, avec son carnet de santé connecté, les solutions qu'ils proposent, la certification à la fois en matière de sécurité et d'utilisation des données qu'ils ont, c'est quelque chose qui est à même de rassurer beaucoup les gens et donc de permettre l'achat. J'ai un autre exemple qui vient de m'échapper. Mais donc on considère que sur les libertés individuelles, et donc hébergement des données, maîtrise de l'usage de ces données, et libre arbitre d'utilisation du système, c'est un premier pan de l'IoT citoyen. Ensuite, la cohésion sociétale. Ça peut paraître bisounours, mais en fait pas du tout. Ce que permet l'IoT en matière de santé et en matière de logement, et notamment le logement social. Le logement social, c'est quand même un logement sur 5 en France. Le fait de permettre l'accès par la baisse des coûts qu'il peut générer, par le fait de dire moi, il n'y a plus de médecins dans ma région, mais grâce à la santé connectée, je suis soigné aussi bien qu'une personne dans le 8e arrondissement de Paris. Je mets à part les cliniques privées hors de prix. C'est cet accès aux soins. Et c'est un facteur de cohésion sociétale très important. L'accès également au logement. Je n'ai pas parlé d'une des poches de valeur du logement social qui est le partage d'équipements, qui permet de mutualiser des coûts et donc de diminuer encore le coût d'accès au logement social. Ça permet aussi de faciliter l'accès au logement social. Donc pour nous, cette cohésion sociétale-là, c'est une responsabilité bien sûr des pouvoirs publics, comme je le disais, mais c'est absolument stratégique. Il y a un marché qui est énorme. Il y a un marché qui est énorme, en France notamment. Et je finirai sur le dynamisme de la filière. C'est un peu un message d'espoir de ce qu'on sait faire ici en France et plus largement en Europe. Mais pour moi, par exemple, construire un objet connecté, on peut très bien le faire en France. C'est sûr que quand on en a plus de 50 000 à faire, concurrencer les Chinois pour les produire, c'est quelque chose qui n'est pas évident d'un point de vue financier, je le reconnais. Mais néanmoins, des projets à moins de 50 000 objets, il y en a beaucoup. Et notamment dans la vallée d'Angers, là pas loin d'ici, il y a un dynamisme des producteurs de cartes électroniques notamment qui est important.
Il y a énormément de startups, on parlait du vivier de talent tout à l'heure, qui ont des solutions qui nous permettent de nous exporter et donc qui sont de valeur probante. Donc, mon message il est de dire, les gens qui font l'IoT en France, soutenus par les pouvoirs publics, on a une vraie carte à jouer. On n'est pas du tout... il faut se battre parce que les géants, notamment les géants américains et chinois et indiens, ont des moyens colossaux, mais avec ces notions d'IoT citoyen, on peut tirer une épingle du jeu, préserver des parts de marché, préserver de l'emploi en France, et en plus de ça, y associer de la cohésion sociétale. Voilà. Donc je vous invite un peu à lire l'étude. Sur le site, il y a peut-être des exemplaires là-bas dans la salle, je ne sais pas si on en a ramené. Mais voilà, je voulais vous présenter quelques-uns des enseignements, quelques messages qui sont issus de celle-ci. Reste-t-il des questions? 14h27, il nous reste 3 minutes, mais on peut aussi les prendre pour aller boire un verre d'eau. Merci de votre attention.